Bonjour. Pour cette première émission de Santé Plus de la semaine, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre des plus intéressantes car elle est avec l'une des grandes sommités de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit du professeur Antoine Flahault, qui est épidémiologiste et professeur à l'Université de Genève. Je laisse donc à Agnès Renard le soin de lui poser la première question. Merci, cher professeur, d'avoir accepté notre invitation. Les téléspectateurs auront la chance de disposer de tous les éclairages que vous voudrez bien partager avec nous. Le premier éclairage, c'est de nous faire un point quantitatif, notamment sur la situation actuelle de la pandémie en France et dans le monde. On peut dire que la situation n'est pas très brillante dans le monde. Les dernières semaines ont connu le plus grand nombre de cas de coronavirus et aussi de décès dus à cette pandémie. Alors la situation est contrastée. Il y a des zones qui sont depuis de très longs mois très calmes, ne voient quasiment plus passer le coronavirus. Ce sont des zones d'Asie et du Pacifique, notamment la Chine, depuis la vague de Wuhan l'année dernière, mais aussi Taïwan, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pacifique autrement dit, qui connaissent une situation très calme. L'Afrique, c'est plus difficile de le dire parce qu'il semble que la situation soit assez calme un peu partout, mais on a évidemment des doutes sur la qualité des données qui sont rapportées, souvent en raison des infrastructures sanitaires qui sont assez pauvres. On sait qu'en Inde, il y a actuellement un foyer redoutable, une vague épidémique extrêmement forte et effroyable en termes de mortalité. Même s'il faut relativiser les chiffres, puisque les chiffres ne sont pas plus élevés quasiment que l'épidémiologie que l'on a en Europe. Si on le rapporte à la population, on peut penser qu'en Inde, en ce moment, les chiffres rapportés sont très très sous-estimés. Il y a très peu de tests qui est fait dans un grand nombre de cas. Peut-être qu'en réalité, il y a peut-être 10 fois plus de cas que ceux qui nous sont rapportés. Et puis, il y a la situation qui s'améliore à la fois en Europe et aux États-Unis. On voit une situation qui s'améliore franchement, avec une situation quasi proche de celle des pays d'Asie dont je vous ai parlé, au Royaume-Uni par exemple, en Israël aussi, mais aussi au Portugal, en Finlande, et puis la Norvège, le Danemark, la Suisse rejoignent ces pays qui semblent retrouver un petit peu de sérénité. La France n'est pas très loin derrière ce peloton, je dirais, de décrue épidémiologique. Elle en fait partie, même si son rythme, un peu comme l'Italie ou l'Allemagne, va plutôt moins vite que les premiers pays que j'ai cités. Les États-Unis, le Canada également ont eu à faire face à une nouvelle vague comme nous en Europe, mais semblent s'en sortir. Quant à l'Amérique latine, eh bien, elle sort d'une très grosse vague, un peu comme en Inde pour le Brésil par exemple, ou le Chili, ou l'Argentine, ou le Pérou, ou le Paraguay. Ces pays commencent, je pense, à atteindre leur pic et à voir maintenant l'épidémie décroître également. Donc il y a des signaux d'espoir en ce printemps, cette fin de printemps, vers une amélioration, en tout cas sous nos latitudes. Alors cette amélioration est sans nul doute due, je pense que vous ne me contredirez pas, à la vaccination. Comment se fait-il que dans certains pays, on se débrouille mieux pour vacciner, en quelque sorte, puisque par exemple aujourd'hui, ou plutôt hier, les Allemands ont vacciné 1 million de personnes. En France, on est loin de ces chiffres-là. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, la vaccination ne joue pas un tellement grand rôle aujourd'hui encore dans la diminution des nouvelles contaminations, parce que ces nouvelles contaminations ont surtout lieu dans les segments les plus jeunes de la population, qui soit n'ont pas le vaccin, c'est le cas des moins de 16 ans ou moins de 18 ans, soit ne sont pas vaccinés parce qu'elles n'ont pas accès au vaccin, ce sont le cas on va dire, des moins de 40 ans et même peut-être des moins de 50 ans. En revanche, là où c'est tout à fait exact, c'est qu'on voit les premiers effets de la vaccination dans tous les pays d'Europe, mais aussi bien entendu en Israël, au Chili, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui ont beaucoup plus vacciné que les pays d'Europe continentale. On voit un effet sur la morbidité hospitalière et même la mortalité qui concerne de moins en moins les personnes âgées et en tout cas qui ne concerne pas ou plus les personnes vaccinées. Donc cela c'est clair. Pourquoi il y a des différences
de vaccination. En Europe, ces différences sont assez minimes. En Europe, en Union européenne, il y a eu une sorte je dirais, de partage équitable des doses de vaccins. Et donc, les différences que l'on voit vont être plutôt dues à des différences d'organisation logistique, plus qu'à des véritables différences, comme on a pu les voir avec Israël, qui a eu des termes de négociation différentes avec les laboratoires, ou avec le Royaume-Uni, qui a également des façons différentes de gérer ses stocks. Quel rôle jouent les variants? Parce que d'abord, quels sont-ils à l'heure d'aujourd'hui? Et comment se comportent-ils, si je puis dire? Comment mélange-t-on variants et vaccination? Qu'est-ce que ça donne en réalité sur le terrain? Alors, oui, merci de cette question parce que ça paraît compliqué et en fait, ça ne l'est pas tant que cela. Il y a aujourd'hui beaucoup de variants qui émergent parce que les variants sont le fruit de mutations du virus et à chaque fois que le virus se réplique, il peut muter. Quand on a beaucoup de mutations et qu'elles commencent à compter, on appelle ça un variant. Mais en fait, on n'a retenu que 3 variants que les anglo-saxons appellent les variants de cause de préoccupation. Ces variants de cause de préoccupation, ce sont le variant britannique, le variant sud-africain et le variant brésilien. Même le variant indien, pour le moment, ne se qualifie pas comme un variant étant une cause de préoccupation. Pourquoi? Parce qu'on n'en sait pas assez sur celui-ci. Juste pour mémoire, le variant britannique avait émergé en septembre 2020 et c'est dans le Kent, et c'est en décembre que l'on a commencé à comprendre ce qui se passait avec ce variant. Notamment, on a commencé à voir qu'il prenait des parts de marché, si vous acceptez l'expression, sur l'épidémiologie britannique. Et au jour d'aujourd'hui, le variant d'origine britannique, on appelle le B117, il est dominant dans toute l'Europe et dans beaucoup de pays du monde. Même en Inde, on parle beaucoup du variant indien, mais aujourd'hui, par exemple à New Delhi, c'est essentiellement le variant britannique, d'origine britannique, qui est le variant dominant. Et dans beaucoup de pays du monde, ce n'est pas le cas bien sûr au Brésil ou en Afrique du Sud, où le variant brésilien et respectivement d'Afrique du Sud sont encore dominants, mais à chaque fois qu'il y a une compétition, il semble que le variant britannique remporte la course. Vous savez, il faut imaginer un peu que c'est une course, mais une véritable course, un sprint entre ces virus pour gagner, pour transmettre plus rapidement et être le premier à occuper le terrain. C'est ça l'objectif, je dirais, du virus, qui est un strict objectif d'évolution spontanée, un peu darwinienne. Eh bien, le variant britannique est majoritaire dans le monde aujourd'hui, c'est celui qui est vraiment la plus grande cause de notre préoccupation. Non pas qu'il soit plus mortifère, mais il est simplement plus transmissible. Donc il est dangereux parce qu'il tire vers le haut le fameux taux de reproduction qui fait que pour lutter contre ce variant, on est obligé d'avoir des mesures encore plus fortes que les simples mesures comme le couvre-feu ou comme la fermeture de bars et des restaurants, qui sont des mesures très fortes déjà, ne sont pas suffisantes et qu'il a été nécessaire de fermer les écoles, il a été nécessaire d'étendre un peu le couvre-feu, voire les mesures de confinement, par exemple en France. Est-il possible, est-il exact de penser que s'il y a eu 1, 2, 3 plus d'autres variants dont on parle moins, il y en aura encore des nouveaux qui apparaîtront? Et que faut-il en penser? Est-ce qu'à un moment donné, ces variants se comporteront comme les 3 premiers? Ou est-ce qu'il y en a un qui pourrait surgir dans les mois qui viennent qu'on ne connaît pas encore? Alors, on ne peut pas faire de la boule de cristal en la matière. Les variants, il est clair qu'on sait que des mutations auront lieu à nouveau à chaque fois que se multiplie le virus. En ce moment, il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de cas dans le monde, donc beaucoup de probabilités que des mutations apparaissent. Un variant vient se qualifier et devient un variant de préoccupation à partir du moment où il commence à prendre trop de place dans l'épidémiologie. Il commence à gagner trop de courses dans cette lutte contre la pandémie. Donc le variant sud-africain a pris toute la place en Afrique du Sud, le variant brésilien a pris toute la place au Brésil, mais aussi dans une quinzaine de pays d'Amérique latine. Aux États-Unis, c'est toujours le variant britannique qui est dominant. Donc on voit qu'il y a des équilibres qui se font. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, certainement, on peut le dire. D'ailleurs, le variant indien
va-t-il émerger? On va le savoir assez bientôt parce que comme c'est le variant britannique qui occupe le terrain en Inde, si jamais le variant indien commence à prendre la place, et il semble dans certains États, autour de Bombay en particulier, que ce variant indien commence à gagner les courses, s'il se met sur le podium, alors il sera redoutable parce que ça veut dire que s'il arrive en Europe de façon importante, il va finir par aussi gagner les mêmes courses et peut-être recauser de nouvelles épidémies ou tirer encore plus vers le haut le fameux taux de reproduction. Donc à ce moment-là, monsieur le professeur, il faudra sans doute modifier les vaccins. Et à propos de vaccins, il y a des cas de personnes qui ont été vaccinées et qui tombent malades. Quelle est la proportion là? Est-ce qu'on a déjà une idée des du nombre de personnes qui peuvent être infectées alors qu'elles sont vaccinées? Oui, alors votre question est très très importante parce que c'est vrai qu'une des causes de préoccupation majeures de ces variants, ce serait s'il y avait un échappement vaccinal. Or, aujourd'hui, l'échappement vaccinal n'est pas majeur avec les variants que l'on connaît. Ce n'est pas étonnant parce que dans l'histoire de l'évolution de ces virus, la raison de qualification de ces variants a été la transmissibilité accrue, mais pas l'échappement vaccinal. Pour quelle raison? C'est que, rappelez-vous que je vous disais que le variant britannique remonte au mois de septembre. Ce n'est pas une émergence très récente. Au mois de septembre, en Grande-Bretagne, dans le Kent, il n'y a pas de vaccin encore, pas du tout de vaccination, il n'est pas sur le marché. Donc les variants qui vont émerger à cette période-là n'ont pas de raison d'aller chercher à lutter à contourner l'efficacité d'un vaccin qu'ils ne connaissent pas. Ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure où nous allons être vaccinés, les variants pourraient devenir de plus en plus résistants, si je puis dire, aux vaccins, à l'efficacité des vaccins. Et par chance, on a des vaccins qui ont une certaine plasticité dans leur fabrication et on pourrait imaginer assez facilement demande plusieurs mois quand même, mais que les vaccins s'adaptent en fonction des nouveaux variants. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Pour répondre bien à votre question, on sait qu'il peut y avoir des degrés d'échappement vaccinal. Il y a un échappement vaccinal, par exemple, vis-à-vis du vaccin d'AstraZeneca sur le variant sud-africain. Mais il n'est pas si préoccupant que cela, parce que ce n'est pas un échappement vaccinal sur les formes sévères de la maladie qui a été observé, juste sur les formes mineures et sur la transmissibilité. Il est aussi possible que les autres variants puissent, en effet, contaminer des gens vaccinés, ça s'est vu, de façon générale, même avec les souches originelles, le vaccin ne protège pas totalement contre la transmission du virus. Ce que l'on demandait à ces vaccins, et ce qu'ils font vraiment très très bien, c'est qu'ils protègent contre les formes graves de la maladie. Si vous êtes vacciné, que vous ayez un variant britannique, sud-africain ou brésilien, vous n'aurez pas une forme grave qui vous emmènera à l'hôpital. Ça, on l'a vu en Grande-Bretagne, où le variant britannique est complètement dominant et où ils ont réussi à complètement, grâce en particulier, vous l'avez dit, avec la vaccination, à éliminer toutes les formes hospitalières de la maladie. Il n'y a pratiquement plus de décès aujourd'hui enregistrés au Royaume-Uni, malgré les variants britanniques, qui est le plus transmissible de tous les variants. Et on voit la même chose en Amérique latine, que ce soit au Chili ou au Brésil. Ce sont des jeunes, malheureusement, qui sont à l'hôpital, mais les personnes âgées qui ont été vaccinées n'y sont plus. Une dernière question sur la vaccination, justement. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux qui consistent à dire on ne sait pas si, lorsqu'on est vacciné, on est porteur du virus et jusqu'à quel point on peut contaminer son voisin. Qu'en est-il exactement? Pouvez-vous nous dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur cette question? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'avec une dose de vaccin, on réduit de 50%, ce qui est beaucoup, la transmission du virus. Je ne parle pas des formes graves là, je parle même simplement de la transmission du virus. Donc si vous êtes déjà vacciné d'une dose, vous avez au bout de 15 jours un début d'immunité, un début de protection, pas total, pas complet, mais qui vous assure cette protection de 50% vis-à-vis de la transmission du virus. Si vous êtes vacciné avec 2 doses, l'expérience israélienne montre, notamment avec les vaccins ARN messagers, que vous avez une diminution de 90% de la transmission du virus, ce qui est considérable. Et vous avez pratiquement, après 15 jours après la 2e dose, 100%
de chances de ne jamais avoir une forme grave de la maladie. Vous êtes vraiment très bien protégé contre les formes graves et à 90% contre même la transmission du virus. Tout cela me laisse penser qu'une fois que nous serons une large proportion de la population à être vaccinée, alors il n'y aura plus beaucoup de raisons de garder entre nous les gestes barrières. Il y aura toujours le risque, bien sûr, pour une personne à risque, non vaccinée de l'entourage, d'attraper le virus et nous, vaccinés, de le transmettre potentiellement. Mais ce risque sera considérablement diminué grâce à la vaccination. Et là, vous voyez par exemple aux États-Unis, déjà les personnes vaccinées pourront avoir l'autorisation de ne pas porter de masque en public. En sera-t-il de même bientôt ici en France, pour parler de l'exemple de ce pays ? Oui, alors l'avantage que nous avons avec notre petit retard sur les campagnes de vaccins, c'est qu'on a des très bons modèles expérimentaux, que sont ceux d'Israël, que sont ceux du Royaume-Uni ou ceux des États-Unis que vous mentionnez. Donc oui, les États-Unis ont décidé de conférer un avantage à ceux qui sont vaccinés, qui est de leur dire vous pourrez ne pas porter le masque. J'espère pour ma part que l'on donnera le même type d'avantage à tous ceux qui seront vaccinés aussi en Europe très prochainement. Et il est clair que pour le moment, je pense qu'on veut éviter une forme d'injustice supplémentaire. Vous savez, les jeunes ont quand même payé un tribut lourd à cette pandémie, pas tellement sur le plan sanitaire, on est d'accord, bien que certains aient fait des formes longues de Covid, mais je veux dire par là que sur le plan social, sur le plan même économique, leur confinement a été particulièrement lourd et douloureux, et c'était surtout pour protéger les personnes âgées, et ces personnes âgées se retrouvent en plus prioritaires, ce qui est bien normal, et il le fallait, mais vis-à-vis de la vaccination. Mais il ne faudrait peut-être pas pousser le bouchon trop loin et de leur conférer beaucoup d'avantages sociaux dans leur vie, alors que les pauvres jeunes qui ne peuvent pas encore avoir accès au vaccin devraient rester avec masque, palme et tuba à la maison. Alors vous êtes un spécialiste de modélisation mathématique des épidémies. J'aimerais aborder maintenant la question du déconfinement. Quels sont, d'après vous, les points forts et les points faibles de la stratégie de déconfinement qui est proposée sur le sol français ? Alors, dans la stratégie de déconfinement, les points forts que je vois, c'est d'ouvrir les terrasses. Je crois que les terrasses, c'est le milieu extérieur et qu'il faut arrêter de se focaliser sur le milieu extérieur pour se focaliser sur la prévention en milieu intérieur. On sait aujourd'hui que le virus est transmis essentiellement par aérosol et c'est en fait ces gouttelettes de respiration que nous exhalons quand nous respirons. 10 fois plus quand nous parlons, 50 fois plus quand nous chantons ou quand nous crions. Ces gouttelettes, elles restent elles flottent dans l'air pendant plusieurs minutes, mais peut-être même plusieurs heures si l'atmosphère n'est pas ventilée. Et ça se passe à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc ouvrir les terrasses me semble une très très bonne idée et laisser vivre les Français dehors me semble une très bonne idée. De la même façon, je pense que l'idée d'ouvrir les spectacles, surtout certains spectacles assis, bien sûr les spectacles extérieurs, mais je parle aussi des spectacles intérieurs, avec des conditions sanitaires assez strictes, tant en matière de jauge qu'en matière de gestes barrières, j'espère, et j'ajouterai en matière de ventilation et de vérification de cette ventilation par des capteurs de CO2 ou d'utilisation de purificateurs d'air. Tout cela est de nature à aider le moral des Français, à aider justement tout le monde à faire attention et à se focaliser que sur les éléments importants que sont le milieu intérieur, en particulier bien sûr les bars et les restaurants, où l'on est dans des milieux confinés avec une absence de port de masque et de gestes barrières faciles à assurer, ou dans les salles de classe, où il peut y avoir le même type de problème dans les cantines, dans les restaurants d'entreprise. Si on se focalise bien là-dessus, l'idée qu'il y ait un déconfinement progressif des endroits très peu à risque me paraît très très bien. Le point faible que je vois, c'est qu'il faut vraiment que la stratégie française, et de façon générale les stratégies en Europe, soient très explicites, que l'on sache où l'on va et vers quel objectif chiffré l'on va. Ça ne suffit pas d'avoir un objectif que de vaccination. On voudrait savoir si le gouvernement veut avoir une décrue épidémique et jusqu'à quelle décrue il veut l'avoir. Quand le président de la République avait dit le 28 octobre, nous voudrions passer de 40 000 cas par jour, ce qui a
à peu près eu le cas également pour la troisième vague, à moins de 5000 cas par jour, il avait donné un objectif chiffré. Et s'il y avait un tel objectif chiffré, alors on pourrait piloter davantage le déconfinement qu'actuellement. Oui, alors précisément à ce propos du déconfinement et de la vaccination, pensez-vous que cette Covid va s'incruster en quelque sorte comme la grippe et qu'il faudra tous les ans se faire vacciner? Alors, c'est une question très difficile parce que toujours elle amène à essayer de prédire l'avenir et on a vu dans le domaine de la Covid-19 à quel point l'avenir était difficile à prédire. Vous savez, c'est le Premier ministre, M. Modi, en Inde, qui au mois de mars avait déclaré la victoire de son pays sur la pandémie. Malheureusement, les faits lui ont donné vraiment tort et peut-être même à cause de ce qu'il a dit, il y a eu un relâchement très fort en Inde, c'est-à-dire qu'il y a eu des très grands meetings politiques, on n'est pas très loin des élections générales en Inde qui auront lieu l'année prochaine, et il y a eu des meetings politiques, il y a eu aussi des pèlerinages religieux avec 5 millions de pèlerins sur les bords du Gange, vivant plusieurs jours ensemble, mangeant ensemble, dans des conditions absolument pas de gestes barrières comme on peut l'imaginer. Donc je pense qu'on ne peut pas bien prédire ce qui va se passer avec cette pandémie. Vous avez parlé des variants tout à l'heure. Il est difficile de savoir si ces variants vont échapper au vaccin et à ce moment-là, on aurait quelque chose qui, comme vous le dites, ressemblerait un peu à la grippe, c'est-à-dire qu'on aurait des vaccins à adapter. Ce que je crois, c'est que l'Europe, les États-Unis, mais bien sûr, les pays d'Asie et du Pacifique que j'ai mentionnés tout à l'heure ont décidé d'éliminer le virus. Même si ça n'est pas explicite chez les pays européens, le fait de vouloir vacciner toute la population européenne, de commander plus de doses que d'Européens, de vouloir la vaccination chez les enfants et les jeunes, c'est un signe que les Européens veulent éliminer, éradiquer le virus. Or, on n'éradiquera pas cette maladie uniquement d'Europe ou de France. Il faut l'éradiquer dans le monde entier. Donc aujourd'hui, l'objectif pourrait être un objectif que l'on confierait peut-être à l'Organisation mondiale de la santé, qui serait de dire maintenant, eh bien faites comme pour la variole ou la poliomyélite, donnez-nous un programme pour que l'on puisse éradiquer de la planète ce virus définitivement. Et peut-être qu'il y aura besoin de plusieurs vaccins, peut-être qu'il faudrait peut-être construire des usines pour fabriquer ces vaccins en Afrique ou en Amérique latine ou en Inde ou ailleurs, mais toujours est-il que je crois qu'aujourd'hui, on pourrait s'orienter vers une politique d'éradication. En tout cas, elle pourrait se discuter au niveau des experts internationaux, une politique d'éradication de la planète de ce virus pour que plus jamais on ait à redouter un nouveau variant, un changement intempestif du rythme de cette pandémie. Peut-être une dernière question qui concerne l'immunité collective que l'on peut avoir sur le plan mondial. Qu'a-t-on appris des autres virus et des pandémies précédentes qui nous permettraient d'atteindre une immunité collective et donc de définitivement tourner la page? Qu'est-ce qu'on peut prendre des expériences précédentes? Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, une seule maladie virale ou infectieuse qui ait réussi naturellement, par ces épidémies, à provoquer une immunité collective telle que le virus aurait disparu de la planète. Je n'en connais pas. En revanche, il y a une maladie, je l'ai citée tout à l'heure, c'est la variole, contre laquelle l'ensemble de la communauté internationale un jour s'est ligué, c'était en 1958, en pleine guerre froide, on n'est pas très loin des affaires de Cuba, rappelez-vous, et à ce moment-là, on a mis un peu plus de 20 ans, en 1980, on a déclaré l'éradication de la variole. Pour mémoire, la variole causait en 1958 2 millions de décès chaque année. On n'est pas très loin des chiffres de la Covid-19 en ce moment. La poliomyélite, qui causait 350 000 paralysies chez les enfants tous les ans jusque dans les années 80, a aussi fait l'objet d'un grand programme d'éradication.
Ce programme est en cours toujours aujourd'hui, donc 40 ans plus tard, mais on est au bord de l'éradication. Il n'y a plus que 2 pays au monde, alors qu'en 1980, il y en avait 125. Il n'y a plus que 2 pays au monde qui ont encore de la poliomyélite aujourd'hui, c'est l'Afghanistan et le Pakistan. Autrement dit, on pourrait imaginer en effet qu'on se débarrasserait de cette maladie, mais l'immunité collective ne pourra être gagnée que grâce à la vaccination. Ça n'est que la vaccination de probablement 80% de l'humanité, ce qui est extrêmement ambitieux, ce qui a été réussi dans le cadre de la variole, alors que le vaccin contre la variole était assez dangereux. Il y avait des morts tous les millions de doses, ce qui ne semble pas du tout être le cas avec ce vaccin contre le coronavirus. On a un vaccin encore plus sécurisé. Et donc, on a probablement des possibilités de réfléchir à une éradication du coronavirus. Ce que je vous dis là n'est pas encore partagé par la communauté scientifique dans son ensemble. Je pense qu'il faut des discussions au niveau de l'ensemble de la communauté scientifique. Il faut des conditions, des prérequis, je dirais, pour une éradication d'une maladie. Il ne faut pas qu'il y ait de réservoirs animaux. Je ne crois pas qu'il y ait de réservoir animal. Enfin, il n'y en a pas en tout cas aujourd'hui de clairement démontré dans le cas du coronavirus. Il faut un certain nombre donc de critères. Et si ces critères sont réunis, alors peut-être que le monde devra se retrousser les manches et créer cette immunité collective dont vous me parlez, qui est peut-être de plus de 80% de la population, entre l'immunité acquise par la maladie elle-même et celle que l'on peut conférer par le vaccin. Merci beaucoup, professeur Antoine Flahault. C'est grâce à des savants comme vous que cette épidémie, cette pandémie va reculer dans le monde entier. Et merci beaucoup, Agnès Renard, d'avoir participé à cette émission. Merci, professeur. Merci beaucoup à vous pour votre accueil et pour cet échange. Merci.